Pour s'inscrire dans nous tenons à rappeler que le régime politique très instable du général Mohamed Abdel Aziz n'a fait qu'amplifier la crise multiforme que vivent les Mauritaniens tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ceci à tous les points de vue, politique, social, économique, identitaire. Aussi, faut-il tout d'abord souligner que l'existence des réfugiés mauritaniens encore présents au Sénégal, victimes des déportations, représente l'une des faces les plus hideuses du comportement raciste et brutal des différents pouvoirs qui sont succédés en Mauritanie, et ceci envers la communauté négro-mauritanienne. Les réfugiés mauritaniens continuent de payer les conséquences dramatiques de ce comportement. Leur exil est loin d'être facile. Il est vécu avec douleur, avec son lot de manques tant au plan sanitaire, alimentaire, du logement qu'au plan administratif. Même s'il faut reconnaître que sur ce dernier point, les autorités sénégalaises ont fait tardivement des efforts qui doivent être encouragés, notamment par l'accès aux réfugiés mauritaniens, afin d'un statut qui doit être reconnu à tous ceux qui sont encore ici en France. Si la situation tragique du réfugié est insupportable, elle l'est encore plus innocente. Les femmes réfugiées, cette moitié oubliée, sont devenues justement des chefs de ménage, sans préparation et sans appui conséquent. Elles vivent douloureusement à elles. Il nous est aussi insupportable de voir nos enfants grandir sans connaître leur statut, s'accrochant à la réalité brutale de vie. Les réfugiés mauritaniens que nous sommes ont tout perdu, tout subi, des brimades ou tortures. Nous avons subi dans la chair ce qu'il faut appeler sans embâche le génocide de 1989 et l'avons payé au fil de notre sang et celui de nos forces. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour banaliser, ignorer et étouffer notre présence dans notre pays d'asile comme si nous étions des salariés? Nous n'avons nullement été associés aux projets que l'on nous estime et nos aspirations légitimes n'ont été très rarement prises en compte. Au contraire, on nous a le plus souvent culpabilisés, humiliés. Nous estimons que les parties prenantes dans le dossier des réfugiés mauritaniens ont participé au sale boulot consistant à mettre en péril notre avenir. D'ailleurs, face à cette situation assombrie par les échecs permanents de ces décideurs, en ultime recours, nous, réfugiés mauritaniens, avons déclenché depuis le 19 juin une grève de faim en face de l'HCR. Les réactions des autorités sénégalaises et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés face à ce drame de l'indignation. Par ailleurs, les réfugiés mauritaniens, après les différents programmes mis en place par le HCR et son partenaire l'Office africain pour le développement communautaire OFEDEC, reconnaissent qu'il est temps et grand temps de mettre toutes ces entreprises afin qu'il ne soit trop tard. L'unique solution pour le moment face à cette situation insupportable reste la réinstallation. Faut-il rappeler le malheur qui a frappé le jeune Bassirou Ndongo décédé le 2 novembre après avoir été abandonné, oublié sans aucune assistance suite à son accident le 24 octobre. Ni le HCR, ni l'OFADEC n'ont su réagir à temps, bien que prévenus. Face à un tel drame, nous interpellons le représentant résident du système des Nations Unies sur la question de savoir est-ce que les réfugiés en général ou les réfugiés mauritaniens en particulier ont-ils accès aux avantages liés aux objectifs du millénaire. De même, nous demandons au ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale est-ce que les dispositions contenues dans les programmes nationaux de santé universelle et de santé pour tous sont ouverts aux réfugiés. Aujourd'hui, beaucoup de réfugiés mauritaniens vivent au Sénégal après 23 ans d'exil, en statut d'apatride. Cette situation, dans certains cas comme celui de Bakel, est due aux erreurs flagrantes de l'administration sénégalaise durant les enregistrements des réfugiés mauritaniens dans cette localité à leur arrivée en décembre 1986. Autrement dit, ils ont été laissés en rade lors de ces enregistrements. Cette situation, en Gambie, a fait l'objet de communication au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple pour une fois de plus la gravité de ce problème. Si rien n'est fait pour répondre à cette requête légitime et légale, le gouvernement sénégalais risque d'intervenir un génocide et serait alors tenu comme complice. Aussi, les réfugiés mauritaniens interpellent la communauté internationale pour veiller au respect stipulé des conventions relatives. En ce qui concerne la situation à l'intérieur de notre pays, la Mauritanie, telle que l'arrivée du pouvoir du général Mohamed Abdel Aziz à la suite du coup d'État de 2010 a accentué et généralisé la crise.
le pouvoir actuel a déjà fait beaucoup de victimes dans les rangs des militants des droits de l'homme. Cette répression a causé la mort de Lamine Mangane, un jeune manifestant contre le processus d'enrôlement. Un douloureux événement survenu à Magama au sud du pays. Il a été tué à bout portant par un gendarme qui, jusqu'à nos jours, n'a pas été inquiété pour son geste qui reste impuni. Les militants abolitionnistes d'Ira Mauritanie et son président Biram Da Abey ont été emprisonnés plusieurs mois malgré le rejet de l'accusation par les juges et l'état de santé très précaire du camarade président. Il a fallu une forte pression nationale et internationale pour libérer nos camarades de leur incarcération illégale. Malgré les lois déjà votées, l'esclavage n'a jamais été plus d'actualité dans notre pays et l'impunité pour les esclavagistes est favorisée par le pouvoir en place. Nous vivons ces dernières semaines la douloureuse nouvelle de l'assassinat d'une femme esclave, victime de la jalousie de sa maîtresse qui ne supportait plus que son mari use sexuellement de l'esclave. Elle a été tuée puis enterrée. Et la tribu de l'esclavagiste tente de masquer son meurtre par un suicide et malgré la gravité des faits, les autorités traînent dans leur enquête devant éclairer la situation et sanctionner l'assassin de Saada que tout le monde présume être sa maîtresse. Les rapatriés qui sont revenus dans le pays vivent toujours dans des camps comme des réfugiés. Ils ne peuvent occuper ni leur ancien village, ni récupérer leurs terres agricoles. Livrés à eux-mêmes, les réfugiés se débrouillent tant bien que mal pour recouvrir leurs droits. Le processus d'indemnisation des anciens fonctionnaires victimes des purges de 89 est très décrié et comporte beaucoup d'irrégularités visant à éliminer le maximum d'ayants droit. Et à cela est venu s'ajouter le processus d'enrôlement discriminatoire visant à faire perdre à beaucoup de rapatriés du Sénégal leur nationalité. Aussi, nous ne pouvons considérer une unité nationale et une fête nationale d'indépendance dans un pays dont une grande partie de la population est reléguée au second rang et aux oubliés, victimes de toutes les affres d'un pouvoir monochromatique et monoethnique. Au regard de tout ce qui précède, nous réclamons une justice pour toutes les victimes des événements dits de 89 susmentionnés et qui ne peut avoir lieu sans l'abrogation de la loi d'amnistie votée en 1993 par une assemblée nationale assujettie à un pouvoir dictatorial qui aujourd'hui, sous le régime du général Mohamed Ould Abdel Aziz, cherche à soustraire à la justice du pays les responsables de ce qu'il convient d'appeler ici un génocide. 2. L'application de la loi incriminant l'esclavage et la collaboration des autorités civiles et militaires à cette décision. 3. Une résolution définitive de la situation des réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal qui ne peut passer que par une réinstallation en attendant que le pays se stabilise. Ainsi, nous demandons au HCR de respecter ses obligations envers les réfugiés pour qu'ils vivent dignement. 4. 5. Une plus grande volonté politique du Sénégal devant se traduire par une demande explicite aux pays tiers et susceptible de favoriser notre réinstallation. 6. Une prise en compte effective par les autorités mauritaniennes des 15 000 réfugiés mauritaniens au Mali déjà recensés par le HCR. Donc nous allons vous lire la liste des 28 pendus d'Inan. 1. L'adjudant-chef Abdoulaye Djibou. Première classe, Samba Baba Ndiaye. Première classe, Samba Oumar Ndiaye. Première classe, Demba Oumar Sy. Première classe, Mamadou Hamadi Sy. Sergent Mbouch Abdelkader Sy. Caporal Djibril Sambaba. Sergent Adama Yeroli. Première classe, Amadou Seydou Cham. Première classe, Mamadou Oumar Sy. Première classe, Abdrahman Diallo. Première classe, Mamadou Ousmane Ly. Caporal Mamadou Demba Sy. Soldat Alsan Yerosa. Caporal Amadou Mamadou Ba. Sergent-chef Lamtoro Kamara. Sergent-chef Souleymane Moussa Ba. Deuxième classe, Oumar Khalidou Ba. Sergent Amadou Mamadou Cham. Sergent Samba Sall. Deuxième classe, Abdoulaye Boy Diallo. Première classe, Cheikh Tijan Dia. Deuxième classe, Samba Bakar Soumaré. Première classe, Moussa Ngaïde. Première classe, Sirajou Diallo. Première classe, Ibrahim Diallo. Deuxième classe, Abdoulaye Demba Diallo. Deuxième classe, Samba Demba Souli. Je vous remercie. Fait à Dakar le 28 novembre 2012.
Si on ne se rappelle pas des anciens, des actes qui déshonorent la vie de l'État, et les Mauritaniens, négro-mauritaniens, depuis la création de la Mauritanie, ont toujours été un sujet à beaucoup de violations des droits de l'homme. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment le paroxysme. Parce que le plus grand droit qu'un homme a, c'est le droit à la vie. Parce que à tout ce qu'on vient de dire, on ne nous a pas dit qu'ils ont trahi, qu'ils ont fait un complot. Ils sont noirs, il fallait tuer 28 personnes, on a pris 28 personnes, on les a tués. Et encore, le malheur c'est que ça a été fait le jour où tout le monde devait être heureux. Tous les gens devaient se donner la main. Le 28 novembre, qui est la journée de l'indépendance de la Mauritanie. Malheureusement, eux, ils l'ont pris pour encore noircir, pour rendre encore plus malheureux les négro-mauritaniens. Vous avez vu, c'est des jeunes hommes, des sergents, des soldats, des gens qui sont rentrés dans l'armée avec l'aspiration d'aller le plus loin que possible. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente? Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si on était en 91. Parce que nous avons parmi nous des gens qui ont des frères, des parents dans cette liste-là. Et aujourd'hui, le soir, l'ambassade de Mauritanie va faire une manifestation, une cérémonie par rapport au 28 novembre. Mais en fin de compte, donc, on oublie cette partie-là. Et d'autre part, ça fait partie du passif humanitaire qui doit être présenté au moment opportun pour montrer ce que les Noirs ont eu à avoir comme blessure. Et encore montrer le trait commun de ce génocide qu'on a fait sur les négro-mauritaniens. Donc pour nous, nous ne pouvons pas oublier cette date. Et nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que la Mauritanie soit démocratique. Jusqu'à ce que la Mauritanie soit réellement indépendante. Que les fils et les filles du pays, Wolof, Soninké, Bambara, se sentent chez eux avec nos camarades morts. Alors s'il n'y a pas ça, il y a encore quelque chose qui reste. Et malheureusement, la situation actuelle ne présente pas des C'est vrai, ça fait partie des questionnements qu'on peut faire. Les collègues de l'UA ont dit qu'ils veulent montrer leur solidarité à la communauté de réfugiés qui est là, pour venir avec eux manifester leur mécontentement, leur désarroi par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, je pourrais vous surprendre un peu. Nous avons mis une croix sur le gouvernement mauritanien parce qu'il ne nous reconnaît pas. Alors donc, c'est pas la peine d'aller, sinon on va être des provocateurs. Ce n'est pas bon. Parce que si la Mauritanie avait fait des gestes positifs, agréables dans le cadre de l'unité nationale, nous serons les premiers à lui prendre la main. Mais tout est fait pour casser du réfugié. Alors donc c'est pas la peine de faire des provocations. Oui, on choisit la serre parce que d'autre part, cet état de choses, ça fait partie des conséquences de la situation des réfugiés. Parce que certains, ce monsieur-là, qui a témoigné, actuellement il est réfugié en France. Il y en a d'autres qui ont eu la chance d'être réfugiés en France. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'exil. Les gens sont parvenus à fuir parce que l'enfer était là. Tuer un noir, c'est comme boire du café noir. Il n'y avait aucune explication, aucune motivation, on ne te demande rien du tout. Donc, on a notre manière de faire. On va, après la presse, nous allons faire des prières. Jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h, oui. On va faire des prières jusqu'à 14h par rapport à... juste nga ñëwaat
journée bi rek 28